La trahison, voyez-vous, ça ne chuchote pas. Ça enfonce votre porte d'entrée. Il était 2h moins le quart du matin quand ma belle-fille Camille est entrée en titubant dans ma maison. Le mascara avait coulé sur ses joues et des bleus commençaient à éclore sur ses bras. Sa voix tremblait comme un oiseau pris au piège quand elle a dit « Il m'a jeté dehors pour une autre femme. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je n'ai pas eu de haut le cœur. Je n'ai pas pleuré. » Jay allumait la vieille lampe à pétrole sur la table du salon. Jay marchait jusqu'au vieux bahut que mon mari m'avait laissé, et Jay tournait la clé dans la serrure. La clé que j'avais juré de ne jamais utiliser. Quand le couvercle s'est ouvert, Jay décrochait le téléphone et Jay passait l'appel. Juste 5 mots. Ça commence ce soir. Je m'appelle Marthe. Jay, 18 ans. Veuve depuis près de 30 ans. Jay élevait mon garçon avec ses 2 mains et personne d'autre. Jay tout abandonné pour qu'il ait plus que moi. Et ce soir, tout cet abandon m'est revenu à la figure comme une malédiction. D'où m'écoutez-vous en ce moment? De votre table de cuisine, de votre fauteuil, ou peu, être de votre lit. Dites-le-moi. Où que vous soyez, approchez-vous, parce que ce n'est pas seulement une histoire. C'est la nuit où j'ai arrêté de me taire. Je n'avais que 39 ans quand mon mari Marcel est parti. Son cœur a lâché dans son sommeil, me laissant avec un garçon qui pensait que le monde tournait autour de lui. Jay versait chaque once de moi-même pour le maintenir à flot, pour essayer d'en faire un homme. Jay fait des petits boulots, de la couture, des ménages. Jay même pris des pensionnaires, n'importe quoi pour m'assurer qu'il ne connaîtrait jamais le genre de faim avec laquelle j'avais grandi. Mais les sacrifices, ça vous marque profondément. Chaque morceau de moi-même que je lui donnais, je ne le récupérais jamais. C'est le prix de la maternité. Il n'y a pas de remboursement. On prie juste pour que l'investissement devienne quelque chose de meilleur que soi. Pendant un temps, j'ai cru que c'était le cas. Il s'est marié jeune, avec cette fille, Camille, que je connaissais à peine mais que j'ai essayé d'accueillir. Elle m'a apporté une tarte aux pommes la première fois qu'ils sont venus. Trop sucrée, la pâte à moitié crue, mais l'effort me disait ce que j'avais besoin de savoir. Elle voulait faire partie de la famille, mais les masques finissent par glisser. Jay vu le changement en lui bien avant ce soir. Son rire était devenu plus sec, plus méchant. Il la regardait à travers, il ne la regardait plus elle. Je lui ai demandé une fois, doucement, si tout allait bien. Elle m'a souri, mais ses yeux ne souriaient pas. Il est juste fatigué. Les hommes fatigués ne laissent pas de bleu. Les hommes fatigués ne jettent pas leur femme dehors à presque 2h du matin pour le lit d'une autre. Et pourtant, je n'ai rien dit. Année après année, je me suis dit que ce n'était pas ma place. Il était adulte, il gérait sa propre maison. S'il haussait la voix, si elle se recroquevillait un peu plus chaque jour, eh bien, c'était leurs affaires. C'est ce qu'on nous a appris, n'est-ce pas? Les affaires de famille restent derrière les portes closes. Le silence, c'était la survie. Alors je me suis tue. Et le silence a tout pourri. Quand elle est arrivée en titubant chez moi ce soir, brisée et tremblante, j'ai vu chaque année de mon silence gravé sur son visage. La colère a brûlé plus fort que le chagrin. Et à cet instant, j'ai su. Mon silence avait élevé cet homme. Mon silence avait nourri la pourriture. Alors j'ai ouvert le bahut. Et avec cet appel, j'ai mis fin au silence. Ce bahut était au pied de mon lit depuis près de 40 ans. Du chêne, lourd comme le péché, les coins polis par les années. Mon mari l'avait construit de ses propres mains. Quand il est mort, il m'a laissé la clé et un avertissement. Si jamais le petit s'égare trop loin, tu sauras quand l'ouvrir. Je l'ai épousseté des centaines de fois, mais je n'ai jamais osé tourner la clé. Pour moi, ce n'était pas seulement du bois et des charnières. C'était une ligne que je n'étais pas prête à franchir. Ce soir, avec les sanglots de Camille qui filtraient à travers les murs, j'ai décidé que je n'avais plus le choix. La serrure a cédé avec un clic fatigué, comme si elle attendait de respirer à nouveau. Jay soulevait le couvercle et l'odeur de cèdre et de fer est montée, se mêlant à la fumée de la lampe à pétrole. À l'intérieur, tout était exactement comme il l'avait laissé. Sur le dessus, enveloppé dans une toile cirée, il y avait un vieux revolver. Pas le genre qu'on agite pour faire peur. Le genre qu'un homme garde poli parce qu'il a déjà parlé une fois de trop.
Je l'ai mis de côté doucement, le métal froid même à travers le tissu. En dessous, il y avait des liasses d'enveloppes, certaines gonflées de billets, d'autres minces avec des papiers pliés, et tout au fond, un petit carnet en cuir, pas plus grand qu'un missel. Les bords étaient élimés, les pages lignées de noms et de numéros que je ne reconnaissais pas. Pendant des années, je m'étais demandé dans quoi Marcel avait bien pu tremper. Mon mari n'a jamais été un homme bruyant, ni imprudent. Mais il y avait des nuits où il rentrait tard, les jointures éraflées, sa chemise sentant une fumée qui n'était pas celle d'une cigarette. Quand je lui posais des questions, il se contentait de me regarder et de dire « Tu ne veux pas savoir, Marthe, et peut être que je ne le voulais pas, peut être que je ne le veux toujours pas. » Mais je savais une chose. S'il avait laissé ça derrière lui, c'était pour une raison. Jay feuilletait le carnet. Chaque nom était écrit d'une main ferme, avec des chiffres à côté. Certains étaient barrés à l'encre rouge, d'autres encerclés. Un numéro avait été marqué d'une croix dans le coin. C'est celui-là que j'ai composé. Le vieux téléphone mural semblait étrange dans ma main, lourd, ancré dans le passé. Mon doigt a tourné le cadran et j'ai pensé au poids de ce que j'étais sur le point de faire. Une fois cet appel passé, il n'y aurait pas de retour en arrière. La ligne a cliqué après la première sonnerie. Pas de salutation, pas de politesse, juste la voix d'un homme, basse et plate, toujours vivante. C'était le genre de voix qui a passé des années à en dire moins qu'elle n'en pense. « À peine », ai-je répondu. « J'ai besoin de vous. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Pas de confusion, pas d'hésitation, juste le son de quelqu'un qui respire, qui attend, puis 3 mots. « Où es-tu » Jay donnait l'adresse. Mon adresse. Une adresse qu'il n'avait pas prononcée à voix haute depuis plus de 30 ans. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas demandé ce qui avait changé. Il a juste dit « On arrive ». La ligne a coupé. Jay raccrochait le combiné et je suis restée là, ma main toujours sur le téléphone, mon cœur battant à un rythme régulier et froid. Derrière moi, je pouvais l'entendre, ma belle-fille murmurant à travers ses larmes, se balançant d'avant en arrière comme si elle essayait de s'endormir elle-même. Je ne suis pas allée la voir. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai pris le revolver. La toile cirée ceste retirée lentement, révélant l'acier en dessous. Il était plus lourd que dans mon souvenir. Je n'étais pas sûre d'avoir la force de l'utiliser, mais je savais que j'avais la force de le montrer. Parfois, ceste suffisant. Je l'ai posé sur la table, près de la lampe, la lueur se reflétant sur le canon. Le fantôme de mon mari semblait remplir la pièce, sévère, inflexible. Jay pensait au garçon que j'avais élevé, mon fils, qui était devenu un homme que je reconnaissais à peine. Jay pensait à la fille qu'il avait brisée, qui était maintenant assise dans mon fauteuil, des bleus fleurissant comme des violettes sur sa peau. Et j'ai pensé à l'appel que je venais de passer, et aux hommes qui étaient déjà en route. Il ne s'agissait plus de le sauver. Il s'agissait de sauver ce qu'il restait de nous. Au moment où je suis retournée vers elle, le carnet était glissé dans la poche de mon tablier, le revolver brillait à la lueur de la lampe, et ma voix était stable. « Bois un peu d'eau, lui ai-je dit, en plaçant un verre dans ses mains. Tu es en sécurité ici, mais tu dois comprendre. Ce soir, il ne s'agit pas de réconfort. Ce soir, il s'agit d'arrêter les choses avant qu'elles ne nous arrêtent. » Elle m'a regardé alors, les yeux grands ouverts, scrutateurs, comme si elle réalisait seulement maintenant qui j'étais vraiment. Et être que je commençais seulement à le réaliser moi-même. Elle était assise, voûtée sur mon canapé, les genoux remontés comme ceux d'une enfant, la couverture glissant de ses épaules. À la lumière de la lampe, ses bleus semblaient plus sombres, presque comme des empreintes de doigts dans de l'argile. Elle ne m'a pas regardé quand elle a parlé. Elle fixait ses propres mains, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Jay essayait de faire en sorte que ça marche, a-t-elle murmuré. Je n'arrêtais pas de penser qu'il redeviendrait comme avant, que c'était juste le stress, que l'homme que j'avais épousé était toujours là, quelque part. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots, mais elle a continué. Il a arrêté de rentrer à la maison. Il a arrêté de m'appeler par mon nom. Il m'appelait toi, comme si j'étais une nuisance sur son chemin. Je n'ai rien dit. Le revolver était sur la table entre nous, de nouveau enveloppé dans son tissu. Je sentais ses yeux se poser dessus, puis s'en détourner,
comme un oiseau vérifiant la présence d'un prédateur. Je ne l'ai pas bougé. Certaines vérités ont besoin d'un petit reflet de métal dans le coin de l'œil avant qu'on puisse les dire à voix haute. Il ne fait pas que me tromper, dit-elle après un moment. C'est pire. Il fréquente des hommes, elle a hésité et a dégluti difficilement. Je ne sais même pas exactement. Les cartes, des paris, de l'argent qui n'est pas à lui. Des gens se présentent à la porte quand ils n'est pas là. Ils posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ils me regardent comme s'ils prenaient mes mesures pour une boîte. Ses mains tremblaient, ses doigts s'entrelaçant et se séparant. Elle prit une profonde inspiration. L'autre femme, elle n'est pas juste une passade, elle est là-dedans, elle aussi. Elle est plus âgée, plus maligne, elle est au courant de dettes. Elle se sert de lui. Il croit qu'il est amoureux, mais il est juste piégé jusqu'au cou. Je suis restée debout, une main sur le dossier de la chaise. Chaque phrase qu'elle prononçait était comme un clou de plus enfoncé dans une boîte que j'avais moi-même construite. Des années à prétendre que mon fils valait mieux que ça. Des années à appeler la faiblesse, de la jeunesse, l'égoïsme, de l'ambition. Maintenant, voilà la facture. Je l'ai supplié d'arrêter, dit-elle. Ce soir, il m'a frappé. La première fois avec sa main, pas avec ses mots. Elle a levé son bras et m'a montré le bleu, une fleur violette et rouge au creux de son coude. Puis il m'a dit de partir. Il a dit qu'il en avait fini de faire semblant, qu'il avait quelqu'un d'autre qui l'attendait. Ses yeux se sont enfin levés pour rencontrer les miens. Ils n'étaient pas suppliants, ils étaient vides. Je ne sais pas où aller d'autre, dit-elle. Je ne voulais pas venir ici, je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Mais j'avais peur, et tu es la seule personne qui l'écoute encore. Ou qu'il craint. Je ne sais même pas. Je me suis assise en face d'elle. Le fauteuil a grincé sous mon poids. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Dehors, une voiture est passée sur la route principale, ses phares balayant les rideaux comme un signal. Le son de l'horloge dans la cuisine semblait plus fort que d'habitude. Quand ton beau-père est mort, ai-je dit finalement, il m'a laissé 2 choses, ce bahut et un avertissement. J'ai ignoré l'avertissement pendant longtemps. Je pensais que si je gardais la tête baissée, la vie s'arrangerait d'elle-même. Mais le silence, ce n'est pas un remède. C'est de l'engrais. Ça laisse la pourriture s'étendre. Elle a essuyé son visage avec le dos de sa main. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai pas répondu tout de suite. La vérité, c'est que je ne savais pas s'il y avait un moyen de le ramener du bord du gouffre. L'appel que j'avais passé n'était pas pour obtenir du réconfort, c'était pour que les comptes soient réglés. Les hommes qui venaient n'étaient pas des conseillers ou des prêtres. C'était le genre d'hommes qui résolvent les problèmes. Définitivement. Tu es en sécurité ici ce soir, ai-je dit. C'est tout ce à quoi tu dois penser. Son menton a tremblé. Et lui? Je me suis penchée en avant, les coudes sur les genoux. Ça dépendra de lui. Et de ce qu'il me dira quand il franchira cette porte. Elle a tressailli un peu à la certitude dans ma voix. Elle ne connaissait pas les hommes que mon mari fréquentait. Elle ne savait pas à quel point les options se réduisaient une fois que votre nom était dans leur carnet. Mais elle allait bientôt l'apprendre. Tu n'es pas obligé, a-t-elle commencé. Si je le suis, l'ai-je coupé doucement, tu es venu ici parce que tu savais que je le ferais. La pièce semblait plus petite, plus étouffante. Je pouvais presque entendre la voix de mon mari, celle qu'il utilisait quand il était fatigué de mes questions. S'il s'égare trop loin, tu sauras quoi faire. J'avais toujours imaginé que cela signifiait une leçon de morale, être un peu d'argent déplacé discrètement pour faire disparaître ses dégâts. Mais ce soir, les mots semblaient plus lourds, définitifs. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre et j'ai écarté le rideau. Dehors, sur la route, loin en bas de la colline, une paire de phares se déplaçait lentement, régulièrement, vers la maison, sans se presser, sans errer. Ils venaient avec un but. Ils seront bientôt là, ai-je dit doucement. Qui? demanda-t-elle. Des gens qui connaissaient ton beau-père, ai-je dit. Des gens qui ne perdent pas de temps en bavardage. Ses mains se sont crispées sur la couverture. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle est juste restée assise là, respirant à peine, ses yeux allant de moi à la fenêtre. J'ai laissé retomber le rideau.
Mes paumes étaient froides. J'avais franchi la ligne au moment où j'avais décroché le téléphone. Maintenant, il ne restait plus qu'à aller jusqu'au bout. Les phares ont balayé ma cour juste avant 3 heures du matin. Aucune hésitation dans leur virage pour monter l'allée. Aucune hâte non plus. Le genre de rythme qui dit « on nous attend et on a déjà fait ça avant ». Je me tenais à la fenêtre, le revolver toujours enveloppé sur la table derrière moi, et je regardais la voiture s'arrêter. Une vieille berline noire, le genre de voiture lourde, construite pour durer. 3 hommes en sont sortis, leurs manteaux serrés contre le froid. Ils ne se sont pas regardés, n'ont pas parlé. Ils se sont juste déplacés ensemble, silencieux comme des loups. Le souffle de Camille s'est accéléré quand elle a entendu les portières se fermer. « Qui sont-ils » a-t-elle murmuré. « Des gens qui me doivent une faveur » ai-je dit, puis je me suis corrigée. « Des gens qui devaient une faveur à ton beau-père. Ils sont ici parce que j'ai réclamé une dette. » Elle a serré la couverture plus fort autour d'elle, mais elle n'a plus posé de questions. Elle comprenait que, quoi qu'il se passe, elle ne pouvait plus l'arrêter. On a frappé. 3 coups, secs et délibérés, sur le bois. Pas le coup de quelqu'un qui demande de l'aide, le coup d'homme qui annonce qu'ils sont déjà à l'intérieur, que j'ouvre ou non. Jay déverrouillait la porte. Le premier à entrer était grand, les épaules voûtées, mais toujours larges. Ses cheveux étaient devenus blancs, mais ses yeux étaient du même gris que je me souvenais d'il y a des années. Froid et évaluateur. Le genre Dieu qui balaie une pièce et mémorise chaque détail. « Marthe !» dit-il simplement. Sa voix était comme du gravier. « Étienne ?» ai-je répondu. C'était tout ce dont nous avions besoin. Les noms suffisaient. Derrière lui venaient 2 autres, un plus petit, un trapu, portant tous les 2 le poids de l'âge, mais pas adoucis par lui. Ils m'ont salué d'un signe de tête. Un respect qui n'était pas de la chaleur, mais une reconnaissance. Le genre que les hommes accordent à quelqu'un qui a porté sa part de cicatrices. L'odeur de l'air nocturne et du vieux cuir les a suivis à l'intérieur. Jay fermait la porte derrière eux, et la maison a semblé rétrécir en leur présence. « Elle est dans le salon, ai-je dit, en désignant ma belle-fille. » Ils lui ont jeté un coup d'œil, ont vu les bleus, puis m'ont regardé. Pas un mot d'échangé, mais tout était dit. Étienne a retiré ses gants lentement, les fourrant dans la poche de son manteau. « Raconte-nous. » Alors, je l'ai fait. Pas d'un coup, pas de façon dramatique, mais calmement. Je leur ai parlé des dettes, de l'autre femme, des bleus, des mensonges. Je n'ai épargné aucun détail. Chaque phrase était comme une brique mise en place, construisant le mur qui se dressait entre mon fils et la pitié qu'il pensait trouver ici. Quand j'ai terminé, Étienne s'est appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Il est pire que son père ne l'a jamais été, a-t-il marmonné. Je me suis raidi. Ne parle pas de lui. Il a haussé un sourcil, mais il n'a pas insisté. Il savait que la ligne entre la loyauté et l'insulte était mince, même maintenant. L'homme plus petit, Léonard, a finalement parlé. « Qu'est-ce que tu veux de nous, Marthe ?» Jay soutenu son regard. « Amenez-le-moi, ce soir. » Personne n'a discuté, personne n'a posé de questions. C'est comme ça avec les hommes comme eux. Ils ne gaspillent pas leur souffle en raison. Ils agissent et laissent le poids de l'acte s'installer plus tard. Ma belle-fille s'est agitée sur le canapé, ses doigts tordant la couverture. « Qu'est-ce que vous allez lui faire ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne savais pas, mais parce que le dire à voix haute l'aurait rendu réel avant que ce ne soit nécessaire. Étienne m'a étudié un moment de plus, puis a fait un signe de tête aux autres. « Allons-y. » Ils se sont retournés et sont partis aussi silencieusement qu'ils étaient venus. La porte s'est refermée derrière eux et la nuit a avalé leurs pas. La berline a redémarré, ses phares balayant les murs, puis s'estompant en bas de la colline. La maison était de nouveau silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge et de la respiration courte de la fille sur mon canapé. « Tu viens de les envoyer le chercher » a-t-elle murmuré. Sa voix était mince, presque brisée. « Oui. » ai-je dit. « Et s'il se défend ?» Je l'ai regardé, vraiment regardé. Les bleus, la peur, la façon dont elle cherchait encore une trace de l'homme qu'elle avait épousé. « S'il se défend » ai-je dit doucement, « alors j'aurais peu être élevé un homme, après tout. »
Mais s'il ne le fait pas, alors nous saurons ce qu'il est vraiment. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle n'a plus parlé. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle, j'ai croisé mes mains sur mes genoux et j'ai attendu. Il n'y avait plus rien à préparer, plus rien à planifier. L'appel avait été passé, les rouages tournaient déjà. Il ne restait plus qu'à voir quel genre de fils franchirait cette porte quand il le ramènerait et si j'aurais encore la force de le regarder dans les yeux. On a frappé juste avant l'aube, pas le rythme sec et délibéré d'avant. Celui-ci était plus dur, il y avait du poids derrière, le genre de coup qui ne demande pas la permission. Il annonce une livraison. Je me suis levée de mon fauteuil, chaque articulation raide, et j'ai ouvert la porte. L'air froid du matin ceste, engouffré en premier. Puis Étienne et les autres sont entrés, le traînant entre eux. Mon fils. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir, même s'il se débattait comme un animal pris au piège. Son manteau était à moitié boutonné, ses cheveux en bataille, ses yeux injectés de sang à cause de l'alcool, ou pire, quand il m'a vu me tenir là, il cesse d'arrêter de lutter juste assez longtemps pour cracher. « Sérieusement, maman? Tu les as appelés, eux ?» Jay fermait la porte derrière eux. « Asseyez-le. » Ils l'ont poussé dans le fauteuil en face du mien. Il a atterri lourdement, mais il a essayé de se tenir droit. Le torse bombé, la mâchoire serrée, ses yeux ont volé de moi au revolver sur la table, toujours enveloppé, mais évident. « Tu crois que ça me fait peur ?» ricana-t-il en désignant l'arme. « Non, ai-je dit. Mais ça devrait peu être. » Sa femme a bougé sur le canapé, serrant la couverture contre elle, essayant de se faire toute petite. Quand il l'a remarqué, son visage ceste tordu. « Tu es venu te plaindre ici, à elle, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Ce fut le moment où le dernier fil de patience en moi ceste rompu. « Tu veux dire tout ce que tu lui as fait à elle, ai-je dit ?» Ma voix était stable, mais elle coupait comme un rasoir. Les bleus, les mensonges, la jeter dehors au milieu de la nuit pour une autre femme, ça, ce n'est pas faire quelque chose pour elle. C'est la détruire. Il a ri, mais c'était un rire creux. Tu n'y connais rien. Tu es assise dans cette maison depuis des années, à pourrir. Moi, j'ai été dehors, j'ai vécu, j'ai fait des choses, j'ai pris des risques. Des risques? Je me suis penchée en avant. Tu appelles ça des risques, les dettes? Tu appelles ça vivre, de jouer avec l'argent des autres? Tu appelles ça de l'ambition, de briser le bras de ta femme? Son rictus s'est effacé. Il a regardé les hommes qui se tenaient derrière lui, silencieux, vigilants, et son assurance a encore glissé d'un cran. « Tu as manigancé ça, » dit-il, la voix montant. « Tu crois que tu peux me traîner ici et me faire la leçon comme si j'étais encore un gamin? Je suis un homme, maman. Je n'ai pas de compte à te rendre. » Jay laissait les mots flotter dans l'air, puis j'ai fait un geste vers sa femme, les bleus fleurissant sur sa peau. « C'est ça, un homme adulte ?» Un lâche qui lève la main sur plus petit que lui, ce n'est pas un homme. C'est un garçon qui n'a jamais appris le mot assez. Il s'est agité sur sa chaise, les yeux fuyants, la sueur perlant à ses tempes. Il a essayé de rire à nouveau, mais le son est resté coincé dans sa gorge. « Tu ne comprends pas, » dit-il rapidement. « Tu crois que c'est juste les cartes, juste une femme. Mais c'est plus gros. Il y a des gens avec qui on ne plaisante pas. Je ne peux pas juste partir. » La voix d'Étienne a alors rompu le silence, basse et plate. « Tu aurais dû y penser avant d'emprunter chez eux. » La tête de mon fils cesse de tourner brusquement. « Et toi? Quoi? Tu es là pour jouer les baby-sitters? Mon père est mort. Tu ne me possèdes pas. » Étienne cesse d'avancer, lentement, délibérément, jusqu'à ce que sa main repose sur le dossier de mon fauteuil. « Ton père est mort? Oui, mais sa parole ne leste pas. Et il l'a laissé, elle, gérer ce que tu es devenu. Ça veut dire que tu écoutes. » La pièce semblait lourde. L'air était épais comme du sirop. Les yeux de mon fils sont revenus vers moi. Pour la première fois ce soir-là, j'ai vu la peur s'installer en lui. Pas la peur des hommes, pas même la peur du revolver. La peur de moi. Je me suis adossée, croisant les mains sur mes genoux. Tu as traîné le nom de cette famille dans la boue. Tu as brisé la seule personne qui croyait encore en toi. Et tu as amené le danger à ma porte. Il a dégluti difficilement, les lèvres s'entr'ouvrant comme pour protester, mais rien n'est sorti. « Ce soir, ai-je dit fermement, tu vas payer pour ça. »
Le silence qui a suivi était assez aiguisé pour couper. La respiration de sa femme était saccadée. Les hommes derrière lui attendaient, immobiles. Finalement, il a baissé la tête, fixant le sol. Sa voix était plus basse maintenant, dépouillée de toute fanfaronnade. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé s'asseoir avec cette question. Je l'ai laissé sentir le poids de la différence entre un choix et une sentence. Quand j'ai enfin parlé, mes mots sont sortis, stables, définitifs. Tu l'entendras bien assez tôt, mais comprends bien ceci, tu n'as plus rien à décider. Ce soir, c'est l'ombre de ton père qui décide, et je suis sa voix. Il a levé les yeux alors, les pupilles dilatées, les lèvres tremblantes. Pour la première fois depuis qu'il avait été traîné ici, il a cessé de prétendre qu'il avait le contrôle, et c'est là que j'ai su que la vraie confrontation ne faisait que commencer. La pièce retenait son souffle. Mon fils était assis, voûté, les coudes sur les genoux, les yeux allant de moi aux hommes qui se tenaient derrière lui. Il attendait une réponse, mais j'ai laissé le silence travailler sur lui. Le silence peut faire plus que tous les cris du monde. Étienne a bougé, sa voix un grondement sourd. Il a besoin de l'entendre, Marthe. J'ai hoché la tête, bien que mon estomac se soit noué. J'avais passé ma vie à protéger ce garçon, mais la protection sans conséquence, ce n'est pas de l'amour, c'est du poison. Ce soir, il s'agissait de couper la dose. « Voici tes choix, ai-je dit. Ma voix n'a pas monté. Elle-même n'avait pas besoin. Tu t'éloignes de la femme avec qui tu traînes. Tu t'éloignes des hommes à qui tu dois de large. Tu restes avec ta femme et tu travailles chaque jour pour prouver que tu peux redevenir un mari. Ça, c'est le premier chemin. » Sa tête s'est relevée d'un coup, l'espoir vacillant sur son visage. « Et l'autre » demanda-t-il. Jay regardait Étienne. Il s'est avancé, posant sa main sur l'épaule de mon fils. Pas un réconfort, un poids. « L'autre, dit Étienne, est simple. Tu es fini. Coupé. Plus de famille, plus de noms. Quand les hommes à qui tu dois de large viendront frapper, personne ici n'ouvrira la porte. Tu seras seul. » Les yeux de mon fils se sont écarquillés. Il a essayé de rire, mais le son est sorti aigu, désespéré. « Tu crois que tu peux juste m'effacer ? Je suis ton sang. » Je me suis penché en avant, stable. Le sang, ça n'excuse pas. Le sang n'efface pas les bleus sur ses bras. Le sang ne rembourse pas les hommes à qui tu dois. Le sang ne veut rien dire s'il est souillé. Sa femme cesse d'agiter sur le canapé, sa voix tremblante, mais claire. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Si tu veux que je revienne, ça ne peut pas être à moitié. Ça doit être réel. Fini les mensonges. Fini les dettes. Il cesse de tourner vers elle, les yeux flamboyants. Après tout ce que je t'ai donné, lança-t-elle, elle, sa voix se brisant. Tu m'as tout pris. Ma confiance, ma sécurité, ma dignité. Tu ne m'as rien donné que je n'ai pas déjà payé. Les mots l'ont frappé plus durement que les miens. Ses épaules se sont affaissées. Étienne a posé le revolver sur la table, déballé maintenant, son acier brillant à la lumière de la lampe. Il n'a pas dit un mot. Le message était clair. Ce n'était pas un bluff, pas une leçon de morale. Mon fils l'a fixé, sa respiration courte. « C'est ça, hein ? Ma propre mère qui me menace dans son salon. »« Je ne te menace pas, » ai-je dit doucement. « Je te donne ce que la vie ne t'a jamais donné. 2 choix. Et cette fois, tu ne peux pas prétendre que le prix n'est pas réel. » Il a dégluti. Pour la première fois de la nuit, j'ai vu le garçon qu'il était, caché sous l'homme qu'il était devenu. Effrayé, têtu, perdu. « Tu crois que ces hommes vont juste me laisser partir ?» a-t-il murmuré. Étienne a répondu. « Si nous intervenons peut-être, si nous nous portons garant, mais tu dois couper les ponts, net. » Mon fils a secoué la tête, la voix brisée. « Je ne peux pas, je ne sais pas comment. » Je me suis penché plus près, mes mots vifs. « Alors apprends, on t'a donné des secondes chances toute ta vie. C'est la dernière. Prends-la, ou sors par cette porte et ne reviens jamais. » La pièce est tombée dans le silence. Les yeux de sa femme étaient humides, mais elle ne parlait pas. Les hommes attendaient, solides comme la pierre.
Et mon fils était assis là, son orgueil et sa peur se livrant bataille. Finalement, il a baissé la tête. Sa voix est sortie, rauque, presque brisée. Je vais m'éloigner d'elle. Je vais essayer. Je voulais le croire. Dieu m'est témoin, une partie de moi le croyait encore. Mais j'avais déjà entendu des promesses. Les promesses ne coûtent rien. Étienne a repris le revolver, l'a glissé dans son tissu et l'a mis sous son bras. Alors la première étape, cesse de le prouver. Ce soir tu coupes les ponts. Demain on verra si tu respires encore. Mon fils a hoché lentement la tête, même si ses yeux le trahissaient. Il n'était pas sûr, il était terrifié. Et c'était peu être ce dont il avait besoin. Je me suis adossé à ma chaise. « Ce n'est pas fini, lui ai-je dit. Cesse juste le début. Si tu glisses encore une fois, tu ne me trouveras pas en train d'attendre. Tu ne trouveras rien. » Il a jeté un dernier regard à sa femme, mais elle n'a pas bougé vers lui. Elle a juste détourné les yeux. Cela l'a brisé plus que tous les mots que nous avions dits. Pendant un moment, j'ai cru que le choix l'avait calmé, mais la vérité a jailli. « Tu crois que je peux juste partir ?» Sa voix est montée amère. « Tu ne sais pas à qui je dois de l'argent. Tu ne sais pas ce que j'ai promis. Ils me tueront avant de me laisser partir. Et peu, être qu'ils vous tueront vous aussi quand ils découvriront que vous vous en êtes mêlés. » Étienne et Léonard ont échangé un regard, pas de peur, de reconnaissance. Ils connaissaient le type. Mon fils cesse de frotter le visage. Ce n'est plus seulement les cartes. Il cesse d'arrêter, mais c'était trop tard. « Dis-le », ai-je ordonné. Sa voix est tombée à un murmure. Jay blanchit de l'argent pour eux. Jay fait passer ça par des comptes au travail. Je me croyais malin. Je pensais que je gagnerais assez pour m'en sortir. Mais j'ai perdu plus que je n'ai gagné. Maintenant, ils veulent tout récupérer. Chaque centime. Et je ne l'ai pas. Camille a couvert sa bouche, un hoquet étouffé. Je suis restée parfaitement immobile. Mon garçon n'avait pas seulement dévié. Il était entré dans le genre d'obscurité dont on ne revient pas. « Combien ?» demanda Étienne, d'un ton sec. Les lèvres de mon fils tremblaient. 200 000. Peu, être plus. Jay arrêtait de compter. Léonard a juré entre ses dents. Ce n'est pas une dette, ça. C'est une condamnation à mort. C'est pour ça que je suis allé la voir, l'autre femme, cria mon fils. Elle a dit qu'elle pouvait arranger ça, mais elle ne fait que me saigner à blanc, elle aussi. Je suis piégé, je l'ai regardé, mon propre sang, mon unique enfant, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point la pomme était tombée loin de l'arbre. Son père avait été beaucoup de choses, sévère, secret, parfois dur. Mais imprudent? Jamais. Il connaissait le coût des erreurs. Sa femme secouait la tête, les larmes coulant sur ses bleus. Tout ce temps, tous ces mensonges, et tu pensais encore que tu pouvais rentrer à la maison et prétendre que rien n'allait mal. J'essayais d'arranger les choses. « Tu m'as déjà entraîné !» a-t-elle craqué. « Chaque bleu, chaque nuit où tu n'es pas rentré, tu m'as entraîné, que je le veuille ou non !» Étienne a posé une main sur la table. « Tu as deux choix, les mêmes qu'avant. Couper les ponts ou mourir avec eux. C'est tout. » Mon fils m'a regardé alors, les yeux suppliants. « Maman, tu ne peux pas rester assise là, tu dois m'aider. Tu m'as élevé, tu me dois bien ça. » Ces mots. Tu me dois. Après chaque repas que j'avais sauté pour qu'il puisse manger, chaque sou que j'avais économisé pour qu'il ait des chaussures, chaque nuit où j'avais travaillé jusqu'à ce que mon dos hurle. Et maintenant, il me regardait et ne voyait qu'une dette que je lui devais encore. Je me suis penchée en avant, ma voix calme, d'un calme mortel. Non, je ne te dois plus rien. Jay payait ma dette le jour où Jay enterrait ton père et que je t'ai porté seul sur mes épaules. Je dois la protection à ta femme, je dois ma parole à ton père. Mais toi, Jay secouait la tête, tu n'as plus de crédit chez moi. Son visage cesse décomposé. Il n'était plus en colère. Il était terrifié. Cesse tout? Tu vas juste me laisser à eux? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais qu'il le sente. Le vide d'être seul, pour une fois dans sa vie. Pas de bouclier contre la tempête qu'il avait lui-même invitée. Finalement, j'ai parlé. Tu sors par cette porte ce soir, tu le fais sur tes deux jambes.
Quoi qu'il t'attende dehors, tu l'affronteras sans nous. » Sa femme Ceste mise à sangloter. Les hommes se tenaient en silence. Et mon fils était assis là, tremblant, réalisant la vérité. La famille, qui pensait-il le rattraperait toujours, venait de reculer et de le laisser tomber. Jay tendit la main, non pas vers lui, mais vers le revolver. Je l'ai enveloppé à nouveau. Ma voix était plate, définitive. Cette maison n'est plus ton refuge. Tu n'amènes pas tes dettes ici. Tu n'amènes plus ta honte sur elle. À partir de ce moment, tu es seul. Il m'a regardé, bouche bée, sans plus aucun mot. Puis il s'est levé. Les hommes ont bougé, prêts, mais j'ai levé une main. Laissez-le partir. Et ils l'ont fait. Il a marché vers la porte, lentement, comme un homme marchant vers sa propre tombe. Sur le seuil, il s'est arrêté. Il a regardé en arrière. Pendant une seconde, j'ai cru revoir mon garçon. Le garçon qui rentrait en courant avec les genoux écorchés. Mais c'était parti. Il a ouvert la porte, est sorti dans le froid, et la maison s'est refermée derrière lui. La maison était silencieuse après que la porte se soit refermée. Trop silencieuse. Je suis resté là un long moment, écoutant l'écho de ses pas s'estomper dans l'allée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Ma belle-fille, non ma fille maintenant, était recroquevillée sur le canapé, les mains sur son visage, ses épaules secouées de sanglots. Jay traversait la pièce, je me suis assise lourdement à côté d'elle, et Jay posait ma main sur la sienne. Elle a sursauté, puis s'est appuyée contre moi, sanglotant dans la laine de ma manche. « C'est fini, lui ai-je dit. Mais nous savions toutes les deux que ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Les hommes comme mon fils ne disparaissent pas dans la nature. Les choix qu'il avait faits le rattraperaient, tôt ou tard. Pourtant, ce n'était plus notre fardeau. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le poids se détacher de mes épaules. Étienne et les autres s'attardaient près de la porte. De vieux soldats, silencieux, vigilants. Ils savaient qu'il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient répondu à l'appel, honoré la dette, et maintenant, ils allaient retourner dans les ombres où ils vivaient. Étienne m'a fait un signe de tête. « Tu as fait ce qu'il fallait, Marthe. Ne laisse pas ça te ronger. » Jay hochait la tête. « Merci. » Il m'a étudié un moment de plus, puis est sorti. Les autres ont suivi. La voiture a démarré et s'est éclipsée, emportant la nuit avec elle. Quand ils sont partis, la maison m'a semblé plus grande qu'elle ne l'avait été depuis des années. Vide, oui, mais pas creuse. Jay guidait Camille vers la table. Jay posait une tasse d'eau dans ses mains tremblantes. Elle a bu lentement, puis m'a regardé à travers ses yeux gonflés. « Et s'il revient ?» a-t-elle murmuré. « Il ne reviendra pas, ai-je dit. La certitude dans ma voix m'a surprise moi-même. Et s'il revient, il ne trouvera pas ce qu'il a laissé. » Elle m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Ses épaules se sont détendues juste un peu, comme si elle avait attendu tout son mariage que quelqu'un lui dise enfin qu'elle était en sécurité. Le ciel à l'extérieur s'adoucissait. La première lumière grise du matin pressait contre les rideaux. Les oiseaux commençaient leur bavardage agité. Le monde avançait comme s'il n'avait pas juste regardé une famille se fracturer au milieu de la nuit. Je me suis levée, j'ai étiré mon dos douloureux et j'ai regardé le bahut au pied de mon lit, au fond du couloir. Il était vide maintenant, vidé de ses secrets, de ses menaces, de ses promesses. Mais j'ai réalisé quelque chose. Ce n'avait jamais été le bahut qui portait le poids. C'était moi. Et ce soir, je l'avais enfin posé. Je me suis retournée vers elle. « Tu vas rester ici pour l'instant, lui ai-je dit. Cette maison est la tienne autant que la mienne. Tu vas guérir ici. Tu dormiras sans peur ici. Compris ?» Elle a hoché la tête à nouveau, les larmes coulant sur ses joues. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur. Il y avait aussi du soulagement. Jay tendit la main par-dessus la table et Jay tenu la sienne. Sa peau était froide, mais sa poigne s'est resserrée sur la mienne, comme une encre. Pour la première fois depuis des années, je ne tenais pas bon pour quelqu'un d'autre. Je tenais bon avec quelqu'un. La lumière s'est intensifiée, se répandant sur le plancher, chassant les dernières traces de la nuit. Jay pensait à mon mari, à ses avertissements, à son carnet de noms. Jay pensait au fils que nous avions élevé,
et à la façon dont le silence l'avait pourri de l'intérieur. Et j'ai pensé au choix que j'avais fait ce soir, l'appel que j'avais juré de ne jamais passer. Jay fait face à Camille, ma voix stable mais lourde de vérité. Jay passait toute ma vie à penser que le silence était une force, que si je gardais ma langue, si j'avalais ma colère, ça maintiendrait la famille unie. Mais le silence, ce n'est pas la force. Le silence, c'est un abandon. Et je n'abandonnerai plus jamais. Elle a pressé ma main contre sa joue, fermant les yeux. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi ma porte en titubant, elle avait l'air de pouvoir respirer. Je me suis tournée vers la lampe à pétrole sur la table, sa flamme brûlant encore faiblement. Je l'ai laissée brûler un instant de plus, puis je l'ai éteinte d'un souffle régulier. La fumée s'est enroulée vers le haut, s'effaçant dans l'air. Et avec la pièce enfin immobile, j'ai parlé. Pas seulement à elle, pas seulement à moi-même, mais à vous. Vous qui êtes assis à vos tables, dans vos fauteuils, dans vos lits, écoutant cette nuit se défaire. Dites-moi, qu'auriez-vous fait ?